Salut, la vidéo du jour n'est pas sponsorisée, mais quand c'est comme ça, je vais prendre l'habitude de faire des faux sponsors en recommandant des copains, artistes, artisans ou créateurs dont j'aime le travail. Donc restez jusqu'à la fin pour faire une très belle découverte. Bonjour, bonjour, je vais faire une petite pause dans le rangement des arbalètes pour vous parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Faut-il voir The Last Kingdom, la série façon Vikings de Netflix? En 2015, la BBC propose la première saison de 8 épisodes d'une série intitulée The Last Kingdom. À ce moment-là, la série Vikings proposée par History en est à sa 3e saison, tout en étant déjà un énorme carton et devenu un phénomène culturel. J'en ai parlé dans ma vidéo dédiée juste ici, au cas où vous étiez passé à côté. D'ailleurs, pour ceux qui regrettent les visions très américanisées de l'histoire, Vikings est une série irlando-canadienne et The Last Kingdom est une série tout à fait britannique. Parce que si aujourd'hui cette dernière est une des séries phares de Netflix, en réalité la plateforme n'en est le diffuseur que depuis la saison 3 et coproducteur depuis la saison 2. Donc à l'origine une série purement britannique, récupérée plus tard par Netflix qui sait flairer les bons filons. Et si au moment de sa sortie elle a d'excellents retours publics, qu'elle gardera d'ailleurs tout au long de ses 5 saisons, il est clair pour tout le monde que The Last Kingdom surfe allègrement sur la mode initiée par la série Vikings, tant les deux se ressemblent. Alors elles se ressemblent surtout en termes de style, dans les décors, dans les costumes, dans la manière de filmer, dans l'approche de certaines thématiques également. Et j'avoue que moi-même au tout début de mon visionnage, j'avais l'impression de regarder un spin-off bizarre de Vikings avec des gens complètement différents, c'était vraiment très perturbant. L'histoire est en fait une adaptation d'une série de romans de Bernard Cornwell, Les Chroniques saxonnes, parus dans les années 2000. Ces romans racontent les épisodes historiques mouvementés de la fondation de l'Angleterre, entre Saxons et Vikings, l'unification de ce qui était auparavant plusieurs royaumes, et de nombreux personnages historiques particulièrement attachants. Bien entendu, c'est toujours une histoire humaine, avec comme tableau de fond la grande histoire, qui permet de découvrir cette période finalement assez méconnue, y compris par les Britanniques eux-mêmes. La série a 5 saisons qui constituent l'histoire et un film qui conclut l'ensemble et la vie du personnage principal. Ce personnage c'est Uhtred, un fils de noble saxon enlevé dans son jeune âge par les Vikings et qui a grandi parmi eux. À sa manière, ce guerrier charismatique est donc le trait d'union entre les deux mondes, trait d'union dont les autres protagonistes ambitieux vont se servir allègrement pour tenter de créer l'Angleterre dont ils rêvent. Et évidemment, Uhtred va se retrouver lui-même tiraillé en permanence entre ses origines saxonnes, son éducation scandinave et ses propres objectifs personnels. Voilà, le décor est posé, le résumé est fait, mais je vous avoue que c'est difficile de faire justement un résumé d'une série aussi riche. En quelques lignes comme ça, c'est très difficile. Plus je la re-regarde et plus je me dis qu'elle a définitivement des beaux points forts, même avec quelques points faibles un peu difficiles à ignorer. Sur mon premier visionnage donc, en laissant sa chance à la série, sur quelques épisodes, la magie a opéré. Et si en tant que divertissement j'apprécie pas mal Vikings sur ses 3 premières saisons, The Last Kingdom a largement ma préférence dans le style sur son ensemble. Alors après attention, historiquement les deux séries ont d'énormes faiblesses, et si pour un œil non averti le résultat semble crédible, en réalité c'est très difficile de trier le bon du mauvais. Et on va tout de suite commencer par les faiblesses, comme ça ça évacue tout de suite la grosse dose de sel dont on va avoir besoin. Déjà, les costumes. Bon, très honnêtement, c'est la foire à la saucisse mélangée à la foire du slip en même temps. Enfin, on a les habituels défilés de tenues dégueulasses à base de fourrure, de bouts de cuir et de tissus sans aucun sens. Et alors, surtout sur les personnages principaux, voilà, vraiment, c'est les tenues classiques de barbares de fantasy. Et c'est une mode qui me dépasse un peu, on en parle souvent ici, mais juste, c'est bizarre. Non mais je veux dire, transposé à notre époque, ça vous semblerait juste absurde d'avoir des soldats d'élite dans un film américain qui seraient habillés comme Jacouille la fripouille, enfin sérieusement. Ma mère est pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. Après, les costumes saxons sont moins ridicules et kitsch que dans Vikings, et ça fait du bien même si on partait de loin. Bon, cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où l'histoire est racontée du point de vue des Saxons et non des Scandinaves, mais tout de même, moi ça me fait plaisir. Si les Vikings de The Last Kingdom sont les mêmes gros dégueulasses que les Vikings de Vikings, les Saxons sont largement au-dessus. Et je me dis que ça fait beaucoup de Vikings dans Vikings, bref. On retrouve des cottes de mailles, même si elles ne sont pas toujours correctes, des épées à une main, des boucliers ronds, des haches. C'est pas si pire sur le principe. Sur les casques aussi, c'est bien meilleur que Vikings, on a même de belles références à des casques existants, comme celui-ci, le casque de Coppergate. Bon, pas de bol, au moment de la série, il est censé avoir déjà un siècle ce casque, mais comparé au suppositoire dégueulasse de Vikings, on s'en sort plutôt bien. Alors on a pas mal de boucliers rectangulaires aussi, et c'est très rigolo parce que ça leur permet de faire des formations, de se battre de manière organisée, mais comment vous dire ça ?
Bon, d'un côté, je suis super content parce que ça tente de vraies formations, des murs de bouclier, des tactiques, des choses qui ne sont pas délirantes dans l'idée, dans l'approche. De l'autre, c'est juste dans l'idée, parce qu'à l'époque, ça ne ressemble pas tellement à ça. Déjà parce que les boucliers sont ronds. Oui, les espèces de plats à tarte carrés, là, on en trouve un petit peu en Scandinavie à la toute fin de l'ère des Vikings, mais sinon, c'est pas tellement la mode chez les Saxons à cette période-là. Oui, du coup, les formations avec les boucliers pivotants, là, c'est très rigolo, mais c'est un délire qui n'est pas vraiment pratique. Mais bon, écoutez, il y a des tentatives d'organiser un peu tout ce beau monde, au lieu de les faire courir à la charge comme des neuneux, et c'est pas mal, déjà, moi, ça me fait beaucoup de bien. Bon, cela dit, ça arrive encore dans la série de voir des persos faire les déglingos sans aucune discipline, mais disons que ça ne semble pas représenter la norme des grandes armées, et souvent, quand ça arrive, la réalité sanctionne les personnages qui ont fait n'importe quoi, et ça fait du bien. En fait, globalement, on a beaucoup de trucs qui en termes de costumes ne sont jamais bons, mais ne sont pas pour autant honteux dans l'idée. Voilà, oui, les personnages ont des codes de mailles, mais ce sont pas les bons modèles, et puis ils ajoutent souvent des bouts d'armure qui ont plusieurs siècles d'avance, ça n'a pas grand sens. Les casques sont plutôt corrects, là, un siècle ou deux près. Certains soldats de base ont des vêtements légers rembourrés, ce qui n'est pas une mauvaise idée au lieu de leur coller des trucs dégueulasses qui n'ont pas de sens en cuir, voilà. Les costumes civils ont des coupes et des modèles qui ne correspondent pas à la période, ou pas bien, mais avec un travail des matières et des couleurs qui n'est pas forcément mauvais. On a beaucoup de bijoux qui sont corrects, mais pas toujours portés correctement. Les armes sont plutôt de la bonne période, en dehors du personnage principal qui porte une épée de fantaisie à deux mains et dans le dos. Ouais, c'est une sacrée combinaison, hein. Je veux dire, sur cette épée, ils ont trouvé le moyen de louper absolument tout ce qu'il fallait, c'est perturbant. En fait, The Last Kingdom, on dirait qu'ils ont deux grands chapeaux, un pour l'élément et un pour la manière de l'utiliser, et donc à chaque chapeau, il y a deux papiers, un bien, un pas bien, et pour chaque élément de la série, même le plus petit, ils piochent dans chacun des chapeaux pour savoir quoi en faire. Voilà. Ah non mais je vous jure que pour moi, c'est un ascenseur émotionnel permanent, hein. Dans la série des choses qui peuvent être des défauts, il y a cette question du personnage principal qui semble se faire complètement balader en permanence, en répétant son objectif de vie comme un mantra, mais en étant un petit peu la bonne poire de tout le monde. Je suis Uhtred, fils d'Uhtred. J'ai foi en ma destinée. Je m'appelle Thibaut Icarius, fils d'Histoire Appliquée, et j'ai foi en votre destinée. Cette destinée qui consiste à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un commentaire. Bon, pour en revenir à Uhtred, de prime abord, j'avais un peu de mal aussi, mais je trouvais que ça passait. Et puis, on a l'explication assez loin dans la série du pourquoi il est manipulé, donc je vais pas vous spoiler ça, mais c'est un moment où Alfred et lui discutent dans l'espèce de bibliothèque du roi. Ce moment, il est très important. C'est quasiment la clé de voûte de toute la série, celle qui explique tout, mais c'est suffisamment bien écrit pour que ça passe comme un dialogue à la limite de l'anodin, mais faites-y attention quand vous tomberez dessus. Au-delà de ça, en fait, je vois cette histoire comme une transposition de genre de la tragédie si chère à l'Antiquité grecque. On a un personnage, ballotté par le destin, qui lutte désespérément pour s'en sortir dans une vie marquée par les épreuves et les drames. Uhtred n'est finalement que le jouet d'enjeux et de puissance qui le dépasse, et même s'il a son rôle à jouer, il n'est finalement que le fusible éternel de toutes les situations. Oui, je sais, c'est beaucoup l'émotion tout ça. Posé de ce point de vue-là, le côté un peu ressort narratif dramatique, j'y vois moins une faiblesse d'écriture qu'un procédé assez classique. Ce qui est assez amusant quand on y pense, c'est qu'on est à la période où les derniers reliefs d'Antiquité laissent place au Moyen-Âge central, et utiliser un processus d'écriture phare de l'Antiquité pour lier des événements qui façonnent l'avenir de tout un pays, de tout un peuple en construction, et en le faisant passer dans une autre époque, une autre période, et ben moi, je trouve ça fort, je trouve ça très fort même. D'ailleurs, c'est à mon sens la grande force de cette série, son écriture. Bernard Cornwell, auteur des romans d'origine, a accompagné The Last Kingdom tout du long. C'est un des plus grands auteurs britanniques de romans historiques. Songez qu'au moment d'écrire les chroniques saxonnes, le bonhomme a déjà 20 ans de carrière d'écrivain historique derrière lui. Actuellement, il a écrit presque une 60aine de romans à succès, autant dire qu'il a un peu de pratique. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Le scénario reste classique, avec des procédés classiques, mais très bien maîtrisés, très bien installés. Il y a un bon dosage, avec des coups du sort complètement imprévisibles qui viennent chambouler les choses, mais dans l'absolu, le scénario n'est pas volontairement tordu pour essayer de vous balader. Ce sont simplement les fils de destin entremêlés qui se déroulent sous nos yeux. Figurez-vous qu'on a un destin. Alors, regardez bien nos tronches, parce que vous n'allez plus les voir longtemps. Alors, faut-il voir The Last Kingdom ?
Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Il faut s'accrocher peut-être un peu aux premiers épisodes pour laisser le temps à l'univers de se mettre en place, mais ensuite, moi je trouve que les personnages sont attachants, le scénario plutôt bien ficelé sans en faire des caisses, la réalisation tout à fait correcte. Oh, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais les réalisateurs qui ont travaillé sur The Last Kingdom ont aussi travaillé sur Doctor Who, Mr. Selfridge, Peaky Blinders, Daredevil, Defenders ou Umbrella Academy. Autant dire que les univers avec des personnages attachants, des ambiances historicisantes, contemporaines, un peu sombres, un peu dramatiques parfois, ils savent très bien faire. Cerise sur le gâteau et non des moindres, la musique. C'est le compositeur écossais John Lunn qui est ici aux commandes pour nous servir une bande originale profonde, épique mais dramatique, où le chant féminin lointain se superpose à des ambiances un peu mystiques. Petite précision parce que c'est important, la voix féminine qu'on entend quasiment tout au long de la bande originale de The Last Kingdom, celle d'Eivor, une chanteuse des îles Féroé assez réputée. Elle a travaillé main dans la main avec John Lunn pour créer des ambiances sonores de la série, et c'est ce qui en fait un ensemble de morceaux très marquants, que personnellement j'ai beaucoup de plaisir à réécouter souvent. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour écrire la vidéo. On en fait moins des caisses que sur Vikings, mais cela appuie parfaitement l'histoire tourmentée de The Last Kingdom. John Lunn, c'est aussi le compositeur de Downton Abbey et The White Queen, là encore en termes d'ambiance sonore qui sait parfaitement appuyer les séries historiques, on en a un qui sait faire. Globalement pour moi, The Last Kingdom, c'est la bonne recette. Elle n'est pas parfaite, mais elle fonctionne, et elle fonctionne plutôt pas mal. Ça ne trahit pas spécialement la période, même si bon, sur les Scandinaves, c'est encore un peu la fête à Jojo le barbare pas rigolo. Voilà, bon, mine de rien, c'est un épisode clé de l'histoire européenne, tout ça, c'est absolument passionnant à suivre, c'est plein de rebondissements, de trahisons, d'alliances improbables et de coups du destin qui frappent absolument sans prévenir. La série retranscrit très bien cet état d'esprit, je trouve, même en faisant des détours sur les aventures individuelles de ses personnages. On a envie de suivre l'histoire dans l'histoire, on a envie de savoir comment ça va se passer, on a envie de savoir ce qu'il va arriver à ces personnages pris dans le tourbillon des événements, qu'ils soient rois, qu'ils soient moines, guerriers, dames de compagnie, tout le monde suit le fil de son destin tumultueux, et finalement nous ne sommes que les spectateurs de cette fresque, sans pouvoir aider les protagonistes quand bien même parfois leurs histoires sont absolument déchirantes. Cette série a aussi le mérite de s'être terminée comme prévu, au bout de 5 saisons et un film, et ne pas avoir voulu exploiter son filon commercial jusqu'à ce que cela devienne franchement mauvais. Mais ça, on ne peut pas en dire autant de toutes les productions qui se passent à cette période. En soi, je ne pense pas que The Last Kingdom révolutionne votre vie, ni que ça vous permettra de mieux avoir une idée des visuels et des costumes de l'époque. En revanche, une idée de l'état d'esprit de la période, des personnages clés, de l'enchaînement des choses, peut-être. Tout en passant un bon moment et en vous donnant peut-être envie de lire les chroniques saxonnes ensuite. Je pense que tout mis bout à bout, ça vaut le coup, et que ça pourrait être une bonne idée pour vous de regarder ça, ça pourrait être sympa, et ça pourrait vous plaire. Allez, je m'arrête là, merci d'avoir suivi ce petit sujet sur cette série que j'affectionne pas mal, vous l'avez compris, comme toujours likez, partagez et commentez la vidéo, ça aide énormément la chaîne, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve rapidement pour un nouveau sujet, mais d'ici là n'oubliez pas que oui, ma tasse a une moustache, mais surtout que l'histoire est vivante. Et puisque l'histoire est vivante, aujourd'hui je vous recommande la chaîne de mon ami Nat, explorateur de l'histoire. Nat est doctorant en histoire médiévale, spécialisé dans l'équipement du chevalier et la manière de s'en servir. Il a créé sa chaîne pour partager ses recherches et ce sujet qui nous semble si familier, mais qui ne l'est pas tant que ça. C'est bien simple sur la période du Moyen-Âge central, alors c'est les croisades, Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, tout ça, c'est mon premier conseiller historique, il est bien meilleur que moi dans ce domaine. Sa chaîne est assez récente, mais ses vidéos sont passionnantes, déjà très propres, et vous allez découvrir beaucoup sur les vrais modèles d'épée médiévale, comment est-ce qu'on les reconstruit, les idées reçues sur la cotte de maille, et le tout à la pointe de la recherche scientifique dans ce domaine. D'ailleurs, même si Nat est très rigoureux scientifiquement parlant, comme il a été médiateur comme moi et enseignant, eh bien ses vidéos sont vraiment très accessibles. En même temps que la mienne de vidéo, il en a d'ailleurs sorti une sur la façon dont on peut retrouver et étudier la vraie manière de combattre des chevaliers, qui est pour moi un parfait exemple de ce qu'il peut faire en termes de qualité. Donc voilà, c'est une chaîne absolument passionnante, extrêmement prometteuse, d'une qualité rare, et c'est exactement ce que vous cherchez sur YouTube. Donc allez vous abonner et suivre ses publications si ça vous intéresse d'en voir plus.